C'est quelqu'un qui a toujours eu une grande aspiration en fait à découvrir autre chose que ce qui m'était présenté, hein, que ce que je vivais. J'ai quitté l'école de ce fait assez tôt à cause d'un problème en fait qui n'était pas du tout un problème spécialement lié à ça, parce que c'était un problème plus lié au racisme dans mon établissement, qui a fait qu'en fait je suis parti assez tôt parce que j'ai compris que voilà, j'avais rien à faire là-dedans. C'était vraiment une injustice en fait qui m'a fait quitter un peu le système scolaire. Hein. Et donc très jeune en fait je suis parti sur les routes. C'était vraiment une recherche intérieure, une recherche à découvrir autre chose. Donc j'ai voyagé pendant plusieurs années, je suis allé en Afrique, à l'étranger, j'ai parcouru un petit peu toutes les routes de France. Je vivais aussi comme je pouvais, hein. Je jouais aussi de la guitare, je faisais des shows, enfin, j'ai beaucoup voyagé comme ça. J'étais en fait extrêmement aussi passionné aussi par le chamanisme, hein, tout ce qui était lié à la nature, au développement, on va dire, des perceptions, hein, de certaines facultés ou capacités subtiles. Et j'étais encore mineur à l'époque, j'ai vécu pendant 1 an et demi dans une grotte, hein, dans les Pyrénées-Orientales, où il fallait presque un jour de route et quelques à pied, on va dire de la première route accessible pour pouvoir aller. Donc j'ai vécu là, voilà, ma première initiation en fait un petit peu, dans le sens où on vivait en autarcie. Et ça m'a vraiment ouvert mes premières portes en fait, hein, à un certain niveau. À l'époque, j'avais voulu fuir comme ça le système pour me découvrir moi. J'avais appris aussi à me connaître, du moins à connaître certaines caractéristiques hein, que j'avais besoin de réaliser. J'ai voulu retrouver ma place aussi par rapport au système que j'avais quitté pendant plusieurs années. Donc je suis remonté, en fait, reprendre mes études. Et ayant de ce fait cette affinité profonde que j'avais liée avec la nature, je suis parti sur un travail de travaux paysagers où j'ai passé un diplôme hein, que j'ai eu par la suite, où je suis resté travailler pendant quelques années. Il y a eu une grâce en fait, en tout cas ce qui est une grâce pour moi, ça a été la rencontre avec 2 amis d'enfance qui faisaient des travaux initiatiques avec un chaman qui permettait en fait de développer les capacités subtiles, d'ouvrir on va dire et d'élargir la conscience hein, sur les autres plans. Et c'était en fait véritablement des clés, on va dire des clés physiologiques hein, de développement des capacités et dont les pratiques étaient la fixation des sources lumineuses hein, sur l'eau, sur le soleil, hein, travailler sur la pensée rythmée, le regard des nuages. J'aspirais vraiment à ouvrir une brèche, à ouvrir une véritable porte, on va dire, sur ce monde-là. J'étais en manque, quelque part, de quelque chose, d'une réalité, en fait, que je sentais exister, mais que je ne pouvais pas incarner d'une certaine manière. Donc j'avais trouvé, en fait, ces exercices, cette porte, et ces portes, en tout cas, pour pouvoir réaliser ça. Hein. Du moins, c'était l'imagination, en fait, la vision que j'en avais. Et je confondais le développement, on va dire, l'élargissement de la conscience et des différents sens, hein, que ce soit la clairvoyance, clairaudience, et tout ça, avec justement cette aspiration d'âme que j'avais. Ma vision était, je vais ouvrir les portes, je vais tout ouvrir de manière à pouvoir avoir toutes les capacités que je peux développer grâce à ces techniques, je vais vraiment me donner les moyens, et puis après on verra bien. Tu vois, c'était vraiment ça. Mais j'avais pas à l'époque la clarté que j'ai aujourd'hui de ce qu'est la spiritualité, de la dimension, on va dire, beaucoup plus profonde que ça demande, de quelque chose de beaucoup plus simple en définitive. Et donc je travaillais donc à l'époque comme jardinier en Bretagne. Alors il faisait un temps, il pleuvait tout le temps. Tout le monde dit il pleut pas en Bretagne. J'ai vécu 20 ans de ma vie là-bas. Alors quand on est dans les bureaux où on est à l'école, on peut dire qu'effectivement on s'en rend pas trop compte, mais quand on est dehors avec sa bêche toute la journée, il pleut quand même pas mal. Et je me changeais en fait 2 fois par jour. Hein. On changeait les pompes, les trucs, j'étais moisi, quoi. Toutes les affaires étaient moisies, c'était catastrophique. Je me souviens les derniers temps, parce que ça faisait à la fin du diplôme, il y avait encore 2 ans. Enfin voilà, j'étais au dernier mois et j'ai dit à l'univers et au divin, j'ai fait voilà, s'il continue de pleuvoir encore 1 semaine, je crois. Je pars, je quitte la Bretagne, je me barre, quoi. Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Et il a plu encore 2 semaines ou 3 semaines, je crois, d'affilée. Absolument pas de lumière, pas de soleil, rien, pluie continue. Et donc là, j'ai fait c'est bon. Et là, j'ai pris un billet d'avion, aller simple, pour Rio de Janeiro, Brésil, avec toujours cette aspiration, donc toujours avec ces techniques hein, qui me tenaient beaucoup à cœur. Donc à l'époque, j'ai toujours été très autodidacte en fait dans ma façon de fonctionner hein, et de travailler. Toujours besoin en tout cas de recevoir, en tout cas d'expérimenter les choses. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et j'ai traversé en fait une grosse partie de l'Amérique du Sud à pied et en stop, dans lequel j'ai après plus ou moins mis à peu près plus de 2 ans en fait pour faire ça à pied, avec toutes les problématiques, les histoires que j'ai eues là-bas, parce que vous doutez bien que voilà, en Colombie, dans un pays en guerre, en Amazonie perdu, je me suis perdu en Amazonie d'ailleurs pendant quelques jours dans la forêt. Ces endroits qui sont des légendes pour la plupart, hein, de rencontrer dans la cordillère des Andes, hein, dans lequel je me sentais vraiment chez moi d'ailleurs, hein, c'est très étonnant. Mais ça m'a permis aussi de me confronter aussi à la réalité chamanique amazonienne, où j'ai été confronté à beaucoup de personnes en fait qui cherchaient à sortir d'une certaine détresse ou à ouvrir certaines portes, on va dire, par des plantes. Et j'ai réalisé à quel point je me faisais une image, on va dire, de ce monde-là qui n'était pas du tout celle qui
qui était une réalité en tout cas sur le terrain, hein, avec des personnes qui étaient pour la plupart pas du tout éveillées comme je l'imaginais, pas du tout sages comme je l'imaginais ou comme j'aurais voulu l'idéaliser. J'ai rencontré beaucoup de chamans, hein, dont des personnes qui étaient vraiment une certaine notoriété là-bas. J'aurais pas voulu être à la place de ces personnes-là, hein, par rapport à ce qui rayonnait, ce qu'ils étaient, les limites que j'avais vues dans lesquelles ils étaient, les pièges dans lesquels ils s'étaient mis, hein, et aussi de ce fait, comme je vous disais, les déséquilibres que ça avait pu créer au niveau physique. Hein. J'ai toujours été convaincu qu'on pouvait, de manière saine, de manière équilibrée, ouvrir les portes, hein, et de ce fait, de manière autonome, on va dire, se développer vers la conscience, sans créer un partenariat avec des plantes qui prennent beaucoup trop ou beaucoup plus que ce qui nous est nécessaire ensuite pour pouvoir nous construire. Et donc après, on va dire, tous ces voyages, je suis revenu en France un petit peu pour travailler. Moi, je continuais en fait beaucoup toutes ces pratiques initiatiques. J'avais l'idéal, et j'imaginais que je pouvais tout seul me développer et un jour, je sais pas, il y aurait la grâce, il y aurait quelque chose qui s'ouvrirait et puis voilà, je vivrais quelque chose, je sais pas quoi, mais en tout cas, j'avais l'imagination que tout seul, je me débrouillerais. Parce que bon, j'avais été capable de pouvoir vivre et de me valoriser, de faire certaines choses et de me connaître suffisamment pour me développer. Mais simplement, là, j'étais arrivé à un stade où avec ce que je travaillais, ce à quoi j'aspirais, il était plus possible en fait. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la thérapie, de l'ordre des blessures de mon enfance, de l'ordre de problématiques que j'avais pas du tout réglées, que j'avais enfouies, hein, que j'avais mis sous le paillasson. Donc il a fallu que je me livre, ce qui n'était pas facile pour moi du tout à l'époque, d'être capable de parler de moi, de véritablement me livrer à une personne et de faire un vrai accompagnement, on va dire, thérapeutique. Et donc petit à petit, de fil en aiguille, dans la gratte-œil, de la sophro, du rebirth, l'enfant intérieur, enfin bon, papa-maman, hein, parce qu'il y a des blessures d'enfance pour moi qui sont assez fortes, liées à un abandon en fait très jeune, hein, par mes parents. Et donc voilà, qui était toujours là et qu'il a fallu en fait véritablement guérir. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'avais tellement travaillé, on va dire, des techniques pendant des heures et des heures par jour, que bien que j'avais ouvert certaines possibilités, je sortais de mon corps, je me décorporais en fait assez facilement, je voyais les choses puisque je commençais à avoir les esprits de la nature, je connectais déjà d'autres plans, j'avais beaucoup de sens, on va dire, qui s'étaient développés, qui s'étaient amplifiés. Je restais quelque part frustré de quelque chose qui n'était pas suffisant, satisfaisant pour ce à quoi j'aspirais en fait. Et en allant travailler, on l'a débouché quelque part, on a nettoyé le corps émotionnel, hein, de toutes ces problématiques, toutes ces souffrances, hein, petit à petit. J'avais infusé tellement de lumière et tellement de rythme dans mes corps qu'à un moment, ça a été très rapide, en fait, en quelques mois. Et ça, c'est une période qui a été très difficile aussi pour moi. C'est que j'ai commencé à vivre des expériences très très fortes, mais vraiment très fortes en fait. Hein. Je commençais à avoir des spots de lumière avec des explosions, je commençais à sentir des extases qui commençaient à se faire quoi dans mon corps, et puis je commençais à connecter aussi une relation au divin, et j'avais pas perçu l'essence du divin à ce moment-là. Vous voyez, c'est pas moi en fait qui ai décidé d'aller vers une recherche spirituelle, en fait, c'est de par cette ambition. J'étais même presque prétentieuse à l'époque quand j'étais enfant, quelque part, de vouloir vraiment connecter, de me sentir capable d'y aller, et de me rendre compte que c'était beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus amoureux, en fait, beaucoup plus intime et profond que ce que je pensais. En fait, c'était pas une colonisation comme ça d'espaces invisibles, c'était une relation beaucoup plus humble avec soi-même. Mais simplement, je me rendais compte de tous mes manques, mes carences en définitive, parce que c'est là que je sentais que le chemin était long. C'était pas un simple développement des capacités subtiles. Hein. Et beaucoup de gens confondent et imaginent que les capacités subtiles font partie du développement spirituel. Et ce n'est pas la même chose. On va dire cette ouverture qui s'était créée m'a amené à accueillir quelque chose de complètement différent en moi que je connaissais pas ou peu, ou à laquelle j'osais pas, on va dire en tout cas, m'abandonner. Quelque chose qui fait fondre vraiment l'être, qui fait fondre le jeu, qui fait fondre l'ambition, qui fait fondre la prétention, qui fait fondre tout, et qui ramène en fait véritablement à quelque chose de beaucoup plus simple, mais en même temps qui nous met face à une vulnérabilité aussi des choses. Et par la suite de ce fait, je suis parti en Inde pendant pas mal de temps, voilà, plusieurs mois aussi pour aller à la rencontre de maîtres, pour apprendre plus et continuer à apprendre comme je continue à apprendre et à me développer, hein, parce que les choses ne finissent pas en fait. Les réalisations sont toujours juste un stade, une étape, hein, de quelque chose d'encore plus grand, l'échelon inférieur de quelque chose d'encore plus vaste. Simplement, pour que ce soit plus vaste, il nous faut accueillir et élargir la totalité de ce qu'on est. Parce que si on n'accepte pas de prendre en compte ce que l'on est dans notre totalité, il est difficile de pouvoir parler de vastitude ou d'élargissement de conscience. Quand on parle comme ça de monde subtil, de monde invisible et tout ça, c'est intéressant parce que la plupart des gens s'imaginent et scindent le fait qu'il y a un monde invisible et un monde visible. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça montre vraiment le manque de connaissances
que l'on a avec soi-même. Parce qu'en fait, on vit toujours dans le monde invisible. On est en fait en permanence avec le monde invisible. Et il y a une petite histoire comme ça, justement, avec une petite fille. Elle me pose la question, elle me dit, oui, François, mais tu travailles avec les esprits natures, tu vois, les esprits natures. Bon, elle était là un petit peu dans le truc, je vais le taquiner, je vais le voir. De toute façon, son truc, voilà, ça tient sûrement pas la route. Voilà, mais en même temps, vachement intriguée par le fait, parce qu'elle a envie d'y croire, tous les enfants ont envie d'y croire. Hein. Et même les adultes ont envie d'y croire, ils ne rêveraient qu'y croire. Hein. Et c'est d'ailleurs un émerveillement dans les stages, hein, quand on voit les personnes qui ont 50, 40 ans et qui me regardent, qui disent « mais ça existe, mais tout ça, ça existe », et qui d'un coup vivent une expérience et se retrouvent face à quelque chose qui véritablement leur a parlé, ou une expérience qu'ils ont eue, qui ouvre une porte de la petite fille, le petit enfant intérieur, d'un seul coup, qui découvre en fait cette réalité. Et elle me dit, voilà, bah alors prouve-moi que ça existe. Alors pour moi, ça m'est difficile de te montrer comme ça que ça existe, je vais pas te le sortir d'un chapeau, comme ça, etc. Ça vit sur un autre plan. Simplement, si tu es ouvert, tu ouvres ton cœur et tu acceptes d'y croire, tu vas pouvoir le voir. Je peux te présenter des êtres et des présences. Et elle me dit, ouais, mais tout ça, je te crois pas, etc. Et on était devant un magasin de fleuristes. Et je regarde la boutique et je lui dis, vas-y, prouve-moi, toi, que tu aimes ta maman. Et elle me dit, bah moi, pour la fête des mères, je lui ai offert une plante, je lui ai offert des fleurs. Je lui dis, bah oui, mais bon, je lui dis, c'est ça qui fait que tu l'aimes. Elle me dit, bah oui, parce que j'aime ma maman et je l'aime profondément. Je lui dis, d'accord. Donc ça veut dire que moi, tu vois la boutique qui est là, je peux acheter beaucoup plus de fleurs que toi. Je peux même acheter la boutique. Donc ça veut dire que j'aime beaucoup plus ta mère que toi, si j'achète la boutique là. Parce que je peux le faire, hein. Toi, tu peux pas le faire. Donc ça veut dire que si j'achète la boutique, j'aime plus ta mère que toi, je lui offre tout. Elle me dit, bah non, c'est pas vrai, mais moi je l'aime, ma maman, c'est pas vrai, etc. Je lui dis, bah oui, je lui dis, bah prouve-le-moi, montre-moi. Ça connecte, t'as les neurones qui tournent, qui disent, bah oui, mais en fait, c'est compliqué cette histoire. Donc elle me dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, bah c'est bien ce que je dis, tu n'aimes pas ta maman. Mais si, mais bien sûr que si j'ai maman. Je lui dis, bah non, tu peux pas me le prouver, tu peux pas me le montrer. Enfin, pour moi, c'est logique. Si tu peux pas montrer ton amour, comment je pourrais croire que ton amour, il existe pour ta maman? C'est pas possible. Elle me dit, bah si, il existe, etc. Et après, on tourne un petit peu le truc comme ça, tu vois, ça part de fil en aiguille, et elle commence à chauffer, tu vois. Et je lui dis, bon, écoute, à la fin, je lui fais, écoute, je sais très bien que tu l'aimes, ta maman. Je le sais parce que je le ressens dans mon cœur. C'est dans mon cœur, quand je suis avec toi, que je sens, c'est sur un autre plan que je peux sentir que tu aimes ta maman. Mais au niveau de la matière, on peut absolument rien faire. Tu peux pas montrer l'amour que tu as pour ta mère. On peut pas le peser, on peut pas le mesurer. On peut même pas le localiser spécifiquement dans un espace, lui donner une fréquence, une mesure. C'est pas possible. Pourtant, il est bien là. Et c'est ce qui conditionne en permanence ta vie. Tu es d'accord? Et elle me fait oui. Et ben, je lui dis, avec les esprits de la nature, c'est pareil. Je peux pas te le montrer, je peux pas te le mesurer, quoique maintenant il y a des techniques, hein, pour un petit peu au niveau quantique, hein, qui permettent d'évaluer, on va dire, certaines présences, mais je dis, je peux pas le mesurer, je peux pas te le montrer, bien que tu puisses avoir une relation avec, mais ça se passe sur un autre plan. Et c'est avec une autre partie de toi que tu vas pouvoir le sentir. Et tout ça, c'est tout bête, mais je me souviens, j'étais à un repas avec un grand chef d'entreprise dans lequel j'harmonisais en fait son entreprise. Il y avait sa femme qui avait fait venir, on était au restaurant, et son mari il me regarde comme ça au restaurant, il me fait, bon, vous savez ce que fait ma femme, j'aime bien, hein, moi je respecte totalement, j'avais vu un peu les résultats, etc., du travail qu'elle fait, mais c'est un peu perché votre truc quand même, hein, c'est un peu, voilà. Je lui dis, vous voyez, vous allez prendre une décision aujourd'hui au travail. Vous allez prendre une décision par rapport à, je sais pas, d'un de vos collègues, une action que vous allez faire en bourse ou ailleurs, vous allez prendre votre téléphone, etc. Ces choix, ils viennent d'où? Vous avez quelque chose qui vous traverse au moment où vous êtes en train de le faire. Il y a une pensée, il y a quelque chose qui vous traverse. Oui, enfin, j'ai une décision à prendre, je la prends. Oui, mais elle vient d'où cette décision? Elle ressemble à quoi? Enfin, là, vous êtes en train de me dire que vous réagissez à quelque chose dont vous ne savez pas ce que c'est. Je fais un choix, j'ai une pensée qui me traverse. Je vous cite mon expérience. Je la vois, la pensée, je vois sa substance, je vois le corps dans lequel elle est. Je vois son information, je vois même sa vitesse, je vois sa fréquence. Je vois même presque à quel niveau j'y suis identifié. Je peux même voir si elle vient d'ailleurs, de quel corps en fait elle vient. Si elle est importante, si elle est intéressante pour moi ou non. Je peux même voir la forme pensée collective à laquelle elle est reliée. Et vous, je vous pose une question toute simple. Ce que je vous dis, c'est très très pragmatique. Il n'y a pas plus pragmatique que ça. Donc vous avez une émotion et vous allez embaucher quelqu'un. Sur quels critères vous allez embaucher la personne? Sur quels critères et quels choix vous allez décider de prendre le téléphone et de faire ça? Là, clairement, la réponse était sous le choix de l'inconscience, quoi. Quelque part, c'était ça. C'est-à-dire que la personne était tout clairement en train de me dire qu'effectivement, elle ne voyait pas ses pensées et ses émotions. Elle réagissait par un stimuli qu'elle apparaissait comme je sais pas quoi. C'est la pensée, c'est comme ça. On cherche pas plus loin. Mais vous voyez, qui est cartésien? Entre celui qui cherche à savoir d'où vient sa pensée, de quelle nature elle est, de quelle texture et de quel espace elle vient, quelle est sa nature, hein, et celui qui réagit et qui, on va dire, de manière spontanée, sans chercher à se connaître et à se voir.
Le cartésien, c'est celui qui cherche avec pragmatisme à comprendre, on va dire, les phénomènes qu'il traverse et à essayer de mieux se connaître. C'est pour ça qu'en fait, toutes les sciences, on va dire, bouddhistes, sont généralement des sciences très très pragmatiques. C'est pour ça que généralement, ça plaît beaucoup aux occidentaux qui ont un mental assez développé. Parce que quand on recherche la nature de la souffrance, la nature des phénomènes, on cherche à les voir, on acquiert une certaine introspection pour comprendre comment ils fonctionnent, comment ils nous prennent, dans quel espace de notre corps ils se localisent, comment ils stagnent, comment de manière compulsive on y revient, comment ça nous plombe, comment ça nous fait souffrir, comprendre aussi notre lien à la souffrance, etc., etc. Donc en fait, une vraie recherche spirituelle, un travail de connaissance sur soi, un éveil intérieur est la conséquence d'une action très pragmatique, on va dire, sur nous-mêmes, et pas du tout quelque chose de perché. Après que cela ouvre sur des réalités invisibles qu'on ne connaît pas ou qu'on a du mal à accepter, et que ça amène des expériences qui sont extraordinaires, ça c'est autre chose. Mais là, on est libre à soi-même de notre relation, on va dire, à ce monde-là. La vie est quelque chose d'intégral, en fait. On est constitué, en fait, de différents corps, d'un corps physique, d'un corps éthérique, d'un corps émotionnel, d'un corps mental. Hein. On ne va pas se priver de penser. On ne va pas se priver d'avoir des émotions. On ne peut pas se priver d'avoir un sens qui nous permet de toucher les choses au niveau physique. Et on ne va pas se priver de la capacité à sentir les énergies spirituelles, et encore moins celle de sentir l'amour qui brûle dans notre cœur. Et ces sens-là, que ce soit le sens de la vue, de l'ouïe ou de tous les autres sens qu'on a, sont des dons, des cadeaux de la nature, une réalité en fait qui nous a été donnée pour notre incarnation. C'est vrai qu'un aveugle, quelqu'un qui est né aveugle, il nous pose la question, il nous dit mais à quoi ça sert de voir hein. Tu vois? Mais c'est vrai que pour lui ça sert à rien puisqu'il est habitué depuis il est enfant à ne pas voir. Donc il a créé toute sa réalité, on va dire, dans le fait de percevoir de manière kinesthésique, de recréer des formes avec d'autres sens. Et parce qu'il ne comprend pas, en fait, véritablement ce que représente la vue. Et celui qui voit en noir et blanc dit, mais à quoi ça te sert de voir en couleur ? La personne qui voit en couleur, elle se demande pourquoi on lui pose la question, parce que pour elle, c'est évident. Ça fait partie de la vie, les couleurs, elles existent. Hein, et elles font vibrer aussi certaines choses. Et elles amènent aussi certaines informations. Donc développer, on va dire, ses capacités, son intuition, sa claire information, sa clairvoyance, hein, est juste une amplification, simplement, un héritage naturel de nos corps et de nos sens. S'ils ont été, on va dire, atrophiés, c'est suite à un conditionnement, à une culture, quelque part de là où on en est aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est naturel. Et si on regarde tous les exercices physiologiques, enfin, ce que les enfants font quand ils fixent les lumières, quand ils se mettent à balancer sur leur chaise, ou quand ils font des balancés, ou ils tournent sur eux-mêmes, une sorte de comportement naturel qui développe au niveau physiologique, qui stimule un système, hein, qu'on appelle le système phénique, qui permet de développer toutes ces capacités. Et quand on laisse les gens, on le voit souvent, ça, des personnes qui, dès tout jeunes, ils connectent les esprits de la nature, ils parlent à des êtres, ils connectent des choses dans leurs rêves. Pour eux, c'est vivant, leurs pensées elles-mêmes sont vivantes, parce que les pensées sont vivantes. Il suffit de peu de choses pour que d'un seul coup, l'enfant qui rêve d'un idéal, qui rêve du monde adulte à laquelle il veut par synchronisme hein, ressembler, et il lui dit mais c'est n'importe quoi. Bon, écoute, t'as déjà 7 ans, il faut que t'arrêtes là avec ton petit lutin parce que là, voilà, tu vas à l'école et il faut pas que tu parles de ça parce que c'est moi qui vais avoir des problèmes à l'école. Vous voyez, il suffit de peu pour que d'un seul coup, l'enfant, il ferme les portes et il se synchronise sur le comportement et la conscience aussi collective qui l'entoure. Alors que c'est quelque chose qui est vraiment naturel. Et pour moi, en fait, dans ma vision véritablement des choses, c'est important de ne pas condamner, de ne pas atrophier ce que l'on est. Et puis ça nous permet aussi même les capacités de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur les choses qui nous entourent. Quand on parle d'une personne qui a une simple intuition et qui se dit tiens, oh non, aujourd'hui il faut pas que je prenne ma voiture, je vais y aller à pied, et qui se rend compte que s'il avait pris sa voiture, il aurait eu un problème. Il se sert de ses capacités subtiles. Vous voyez, c'est pas il se sert simplement d'un certain niveau. Il a un pourcentage d'intuition qui vient, on va dire, frayer un chemin dans son mental qui peut retranscrire et dans lequel il va agir de cette manière-là. Mais en fait, on est en permanence comme ça. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les capacités subtiles non plus ne sont pas une fin en soi. Et il y a beaucoup de personnes qui imaginent ou qui pensent que quand ils voient une personne qui a développé certaines capacités ou qui a des capacités de médiumnité, qui canalise des guides ou qui voit des esprits de nature, etc., plaque, on va dire, une certaine image d'un être qui est spirituellement évolué. Alors que pour ma part, dans mon expérience, c'est pas du tout le cas. Généralement, une voie spirituelle, dans le sens de l'esprit spirituel, de l'esprit de notre nature véritable, l'espace qui englobe aussi notre corps, parce que ce n'est pas la conscience qui est dans le corps, c'est le corps qui est dans la conscience. Ce qui veut dire que tous les autres corps subtils sont dans la conscience. Donc, si nous développons nos capacités subtiles de nos corps, on les développe dans notre conscience. C'est pas pour autant que nous sommes conscients de notre nature véritable.
Une voie spirituelle, généralement, va nous amener à nous connaître, mais à commencer à générer un certain lâcher-prise, un détachement, pour commencer à comprendre les liens que nous avons avec l'attachement à notre perception, quelle qu'elle soit. Que ce soit la perception des mondes spirituels, la perception de tous les autres plans, parce qu'il n'y a pas de différence entre une relation, on va dire, à la perception des mondes spirituels ou à la perception du monde matériel. Ça peut rester une identification au phénomène qui nous traverse. De ce fait, généralement, une voie spirituelle va commencer déjà à travailler sur une relation avec nous-mêmes, une relation simple avec nous-mêmes, apprendre à se connaître, donc ce qui va nécessiter un travail d'introspection pour comprendre, on va dire, tous ces mécanismes d'identification, quels qu'ils soient, aux sensations, à nos pensées, à nos émotions. Mais ça, c'est le b.a.-ba, en fait, c'est vraiment le b.a.-ba, on va dire, d'une voie spirituelle. Commencer une voie comme ça en faisant des techniques plus du zen, du bouddhisme ou de l'Advaita Vedanta ou des enseignements non duels en général, parce que de ce fait, on travaille véritablement sur l'essentiel. On recherche notre nature véritable. Alors que si on développe nos capacités subtiles d'une manière excessive, sans avoir ce recul et cette compréhension de ce monde-là, ou sans avoir la distance et les réalisations qui permettent de voir ça, c'est sûr qu'on peut chuter d'un certain point de vue dans quelque chose où on finit par s'identifier à tout ce qu'on voit et on rentre dans nos peurs parce que nos pensées prennent vie et tout ce qui paraît être perçu et tous les phénomènes qui nous traversent sont quelque part amplifiés et densifiés de par la réalité vibratoire et la puissance qu'on a acquise aussi dans nos corps et dans notre conscience. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment être complémentaire. Le travail des développements des capacités subtiles, tout ce qui va être vraiment les voies initiatiques, qu'on retrouve dans le chamanisme ou dans l'occultisme ou dans d'autres techniques, même chez les tantriques, sont très complémentaires à des voies spirituelles qui vont être plus, on va dire, plus... je vais pas dire statique, mais beaucoup plus simple dans la reconnaissance de notre nature véritable. Mais quand on accepte de les unir, de les marier et de les rendre justement complémentaires, on acquiert une clarté, une puissance quelque part d'esprit. Je ne dis pas une puissance individuelle, mais une reconnaissance d'une puissance aussi intérieure dans laquelle on est, dans laquelle notre propre cœur peut ensuite s'infuser et élargir de ce fait ce à quoi on a pris parti, on va dire justement. Tous nos corps sont autonomes. Ils sont interdépendants, mais ils sont dépendants en fait déjà naturellement. Notre corps physique est capable de pouvoir vivre de lui-même, même si on est dans le coma ou si on dort, en fait, il fonctionne de lui-même, le cœur y bat, tous les organes fonctionnent, le sang circule, on n'a pas besoin de générer une intention par rapport à ça. Elle est automatiquement gérée naturellement par les grandes forces de la nature. Notre corps émotionnel lui-même est complètement indépendant. Vous voyez, on n'a pas besoin de chercher à avoir une émotion pour en avoir une. Le simple fait que se présente à nous quelque chose qui met en contraste une problématique ou autre, au contraire une joie, va générer automatiquement un déclenchement de quelque chose qui va survenir à ce moment-là. C'est pas nous qui le maîtrisons. Le corps émotionnel, il grandit de lui-même, il se développe. Le corps mental est autonome aussi. Il a toutes ses octaves, aussi bien inférieures que supérieures, mais ce corps-là est aussi autonome, dans le sens où on n'a pas besoin de réfléchir pour penser. Cette réflexion, elle se fait de manière naturelle. Le corps est autonome, il l'a fait de lui-même. On lui présente un sujet, il y réfléchit de lui-même de par toutes ses possibilités et ses capacités. Et les corps spirituels, c'est la même chose. Même dans les plans spirituels, eux-mêmes et nos propres corps, du moins ceux qu'on a pu créer ou que l'on a, sont eux-mêmes autonomes. Ils spiritualisent par eux-mêmes, en définitive. Vous voyez, ils n'ont pas besoin de nous, en fait, pour le faire. Nous sommes la conséquence de ce que nous incarnons dans notre totalité. On n'est pas juste un être qui est là, non, on est aussi, bien qu'on soit cet espace divin et cet être aussi qui s'est incarné avec une intention, on est aussi la combinaison de conditionnements, d'habitudes, de schèmes, de patterns, de mémoires, aussi bien transgénérationnelles et autres, et tout ça conditionne aussi une réalité de conscience à laquelle on s'identifie. Donc, si on veut sortir et on veut apprendre véritablement à monter en vibration, parce que on réalise en tout cas que l'on se trouve bas et que les pensées qui nous traversent sont relativement basses et nous font souffrir, c'est déjà essayer de comprendre où est la cause de cette baisse de vibration, parce qu'il y a forcément une cause. Si on élimine et on enlève tous les lestes, naturellement la nature de la conscience nous amène vers elle-même, nous amène à réaliser ce que l'on est dans notre essence. C'est pour ça que généralement, le développement et les voies spirituelles n'amènent pas à accumuler quelque chose. Elles amènent à se délester de tout ce qui nous encombre. Justement parce que notre nature ne demande qu'à illuminer son propre véhicule, tout simplement. Donc ce qui porte barrage, c'est tous ces filtres-là. Donc quand on veut monter en vibration, c'est déjà d'aller commencer à travailler sur soi, en thérapie en haute, pour aller commencer à déconditionner les croyances, les problématiques, mais aussi à les guérir les blessures intérieures, qui nous font à chaque fois retomber dans le panneau, qui nous amènent toujours à revivre les mêmes choses, parce que ça c'est quelque chose qui est fondamental pour chacun.
On tombe tous dans le panneau et ça fait partie du chemin. Si je monte en vibration et je me mets dans mon cœur et je fais des techniques et des pratiques et j'ai une relation et des postures, une approche, on va dire, à moi-même qui me permet d'être dans des plans beaucoup plus hauts de moi-même. Ma pensée, ma conscience va aller plus haut en vibration. De ce fait, là où elle va se localiser, les phénomènes qui vont traverser, là où moi je vais piocher quelque part les choses, vont être des phénomènes qui sont beaucoup plus hauts en vibration, donc des pensées beaucoup plus positives et des choses qui sont beaucoup plus structurées. Donc en fait, tout dépend de notre capacité à monter en vibration, mais c'est toujours pareil, si on monte, il faut être capable, par inversion, d'avoir l'ancrage suffisant. On ne peut pas monter plus haut que ce qu'on est capable de descendre. Ça, c'est aussi une réalité vibratoire. Ce qui implique que si effectivement, si on a peur de tout, si on est un petit peu plombé, on est toujours dans le fait d'être dans la protection, dans la peur, etc., on va attirer à nous automatiquement les êtres qui vivent dans ce genre de sphère et qui sont en relation avec le taux vibratoire de peur dans lequel on est. Donc automatiquement, si quelqu'un rentre dans ce monde-là avec le truc de il faut se protéger, il y a ceci, il y a cela, là je vais me faire attaquer, il y a machin, bah, il ouvre une sphère à cette réalité de conscience. Et lui-même crée aussi cette réalité qui automatiquement se conforme à lui. Le divin nous a donné en définitive son propre pouvoir, son pouvoir aussi de matérialiser et d'incarner les choses. Si on se dit toute la journée qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas digne d'être ceci, qu'on est moins que rien, qu'il faut trimer dur pour ceci, pour cela, la vie avec amour manifeste simplement et nous donne son propre pouvoir, heureusement limité de par justement cette faible vibration, mais va tendre à synchroniser, enfin à générer et à incarner des synchronicités qui vont simplement nous valider cet état de fait. Avec des personnes qui vont forcément nous montrer qu'on ne doit pas être respecté, qu'on vaut rien, et des boulots qui vont nous proposer dans lesquels effectivement on ne gagne rien, etc., etc. Et on se rend bien compte qu'à un moment, quand on commence enfin à vouloir se faire respecter, à se revaloriser, à apprendre à se reconnaître, à apprendre à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est, et bien d'un seul coup, automatiquement autour, les gens de nouveau nous reconnaissent d'une manière différente. Les situations elles-mêmes prennent plus soin de nous. Et les synchronicités se conforment beaucoup plus à un aspect beaucoup plus respectueux en fait, de notre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est automatique. Dieu nous a donné aussi son pouvoir. Simplement, heureusement qu'il nous a pas donné tout son pouvoir. Heureusement que c'est pas l'ego qui récupère, on va dire ça, et qu'il faut effectivement un certain dépassement pour qu'ensuite une certaine d'autres synchronicités beaucoup plus aimantes puissent se mettre en place. Nous sommes donc à l'image du divin, en fait. Nous sommes à l'image de Dieu. C'est pas quelque chose de religieux. Quand je parle de Dieu, et à chaque fois que j'utilise le mot divin, c'est toujours pour parler de cet espace, cette intelligence amoureuse et intime qui vit aussi en nous, mais qui conditionne aussi tout l'extérieur, le monde, la création. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qui est complètement extérieur à nous. C'est pas quelque chose qui est insaisissable, on va dire insaisissable dans sa totalité, parce que nous ne sommes pas Dieu dans sa totalité, mais nous sommes Dieu dans son aspect individuel, dans le sens où nous sommes à l'image du divin, et nous avons en fait toutes ces parties fractales, c'est-à-dire que nous avons autant la partie divine manifestée du cœur, qui est le cœur de notre âme, nous avons autant cette partie impersonnelle qui est cet espace, cet grand observateur, témoin. C'est pas un espace qui peut être saisi, c'est pas un état qui peut être appréhendé. C'est notre nature véritable. C'est à travers cet espace que nous percevons. Ça veut dire que ce que l'on perçoit du monde, de la vie, par exemple, là, on perçoit nos pensées. Vous êtes en train de penser, vous êtes en train de réfléchir, peut-être de juger ou même peut-être de critiquer. Toutes ces critiques sont perçues. Mais elles sont perçues par qui? C'est la même chose. On perçoit nos sensations, on perçoit notre corps, on perçoit nos fonctionnements et nos mécanismes intérieurs. Mais elles sont perçues par qui? Si l'on cherche la source, on va se retrouver à ne jamais saisir l'espace qui perçoit. Et on peut, de manière évidente, ne jamais trouver la source, on ne la trouve pas. On n'est pas le produit d'un hasard, on n'est pas une coïncidence malencontreuse, une sorte de petite chose informe, un peu baignée, on va dire, d'un conflit de je sais pas quoi. La conscience elle-même est en pleine œuvre, en pleine sculpture de ce que l'on est fondamentalement dans notre essence. Et le but n'est pas simplement de nous amener de 0 à 90 ans ou de 0 à 80 ans, comme ça, avec... Non, il y a une intention divine beaucoup plus grande que ça. Une intention qu'aujourd'hui, personne ne sait véritablement. Parce que c'est une intention qui est complètement transcendante par rapport à ça. C'est le divin qui est en nous. Et nous sommes son œuvre, on est son travail, et la vie est son propre labour. Et ce labour a une vision, une infinitude de temps qui nous est même pas encore permis, même avec le mental le plus aiguisé ou le plus perspicace, de pouvoir connecter. Simplement, on se rend compte que plus on s'abandonne à notre présence, plus nous restons réceptifs à ce que l'on est dans notre essence, plus
les qualités s'infusent, et c'est pas nous qui le maîtrisons ou le contrôlons, c'est vraiment des qualités qui s'infusent naturellement et qui font émerger ce qu'il y a de plus beau en nous et qui font aussi manifester en tout cas des émanations divines de notre propre nature. Et notre nature manifestée unique aussi, parce que nous sommes tous véritablement uniques. Chacun ici a véritablement un rôle, une fonction qui lui est propre, et qui est liée, on va dire, à une intention de son âme, mais qui est une intention bien plus grande du divin, qui s'est incarnée en tant que son âme justement dans cette création. Donc c'est quelque chose qui est en fait fantastique, et qui nous dépasse de loin. Et c'est pour ça qu'à un moment, à un certain état, on ne peut plus être dans la maîtrise, nous ne pouvons plus être dans la compréhension des choses. On ne peut être que dans l'abandon des choses parce qu'on se rend bien compte que ce qui cherche à comprendre n'est pas ce qui peut comprendre, n'est pas ce qui peut recevoir. Donc on recherche plus un détachement, une annihilation justement, cette petite compulsion à vouloir tout comprendre, etc. Le mental n'est pas fait et n'est pas adapté à la connaissance. Il n'est pas adapté, il est adapté à la connaissance mentale, théorique, conceptuelle. Et encore, il est adapté à cette connaissance-là avec tous ses conditionnements. Parce que si on regarde et on est franc avec nous-mêmes, et je vous parle de n'importe quoi, je vous cite le nom d'un homme politique, ou d'un outil de jardinage, ou d'une plante, ou d'une région, eh ben, vous allez vite voir, moi pareil, on va parler par rapport à ce qu'on connaît au niveau l'ivresse, de ce qu'on a entendu à la télé, de ce que machin nous a dit, et on va voir que le mental n'est capable que d'aller piocher dans des éléments soi-disant connaissants, mais qui sont juste des croyances. En définitive, on pense peu par nous-mêmes. Le mental est relativement ignorant, en fait, dans sa capacité à avoir les vraies informations. Quand on commence à monter beaucoup plus haut en vibration, on se rend compte qu'il n'y a pas que le mental qui est capable de connaître et capable de comprendre les choses. On peut comprendre et recevoir sur d'autres plans, mais pas avec le mental. Par contre, le problème, c'est qu'il n'y a que le mental qui est capable de le retranscrire. Et pour qu'il soit capable de le retranscrire, il faut que ces plans-là soient suffisamment ouverts et aient rendu suffisamment perméable le corps mental pour que la structuration et la clarté, on va dire, des dires et de ce qui a été vu puissent être dit avec plus ou moins de précision. Sans compter la dégénérescence des informations qui descendent comme ça quand on canalise les choses. Mais le mental est un outil mental et il s'arrête là. Le corps émotionnel, c'est pareil, c'est un outil émotionnel. Et le corps physique, c'est pareil, c'est pas lui qui me permet, mon corps physique ne fait pas de théorie, de concept ou de plan sur la Lune. Il ne fait que soutenir les autres corps qui, eux, ont un travail différent. Nous sommes une création d'amour, fondamentalement. Le noyau même de la création est quelque chose qui est lié à l'amour, en fait. Chose qu'on a du mal à comprendre ou en tout cas qu'on a du mal à réaliser. Le vrai partenariat, la vraie collaboration avec les esprits de la nature doit être un rayonnement et une relation de cœur, une relation d'amour. Parce que, vu qu'on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on pense, bon déjà, il ne faut pas croire que si on ne monte pas haut en vibration, on ne s'ouvre pas véritablement à des aspects qui soient, on va dire, d'une dimension, on va dire, acceptable pour un partenariat. On ne peut attirer à nous que les êtres qui sont en relation avec notre niveau vibratoire, ce qui peut poser problème. Et je me suis rendu compte que les grandes forces de la nature, les êtres avec qui je collabore et avec qui je transmets aujourd'hui aussi certaines choses en formation, qu'ils répondaient quelque part à un certain rayonnement, à une certaine qualité vibratoire de l'être avec qui ils travaillent. Et que quand véritablement cette relation est créée sur une base d'amour, sur des réalisations qui sont vraiment favorisantes et qui portent véritablement vers quelque chose de sincère intérieurement, des grandes portes peuvent s'ouvrir et quelque chose de beaucoup plus haut et de plus fort peut descendre en même temps. Vous voyez ? Ce qui n'est pas du tout le cas, on va dire, si on rentre dans une collaboration dans laquelle on va aller comme ça et on s'imagine avec des petits êtres et on va rester avec un ego relativement encore grossier à faire nos petits trucs sans nous développer intérieurement. Des grandes forces et des esprits de la nature ne bougeront pas, ne viendront pas, parce qu'ils ne reconnaîtront pas, on va dire, une qualité acceptable, on va dire, pour pouvoir travailler. Une véritable collaboration, un véritable partenariat avec des êtres et des grands esprits de la nature nécessite d'être dans une relation vraiment sincère de cœur. Un vrai développement personnel est vraiment important au niveau individuel. Parce qu'on va être confronté à des présences qui vont mettre en lumière des choses qui peuvent être difficiles à voir de nous-mêmes. Et là, quand je vous parle de ces êtres, je ne parle pas de petits lutins, de petits gnomes ou de petits êtres qu'on va capter ou qu'on va sentir avec le corps vital. Je parle de grands êtres, de grands dévas. Quand on commence à vraiment faire un travail qui est pragmatique, concret dans la matière, qui peut être puissant et vraiment donner des résultats, c'est eux qui se présentent pour pouvoir véritablement manifester et aussi incarner cette capacité, cette force dans la matière. C'est important en tout cas d'être équilibré, notre équilibre aussi cosmotellurique, et de faire attention comme ça à parfois ne pas partir trop loin, parce que quand on capitalise trop d'énergie dans des plans qui sont trop hauts par rapport à là où on en est, par rapport à l'équilibre qu'on peut garder dans les autres corps, de ce fait, les autres corps se vident d'une certaine substance. Et si on se sent, on va dire, relativement bien, parce que c'est vrai que quand on va dans des plans plus éthérés en conscience, c'est quelque chose qui est beaucoup plus
agréable aussi, c'est une certaine fuite aussi de la réalité, hein, parce que la réalité elle n'est pas simple, la vie n'est pas simple, elle n'est pas généralement pas fluide. Ça peut ensuite nous déraciner quelque part de la réalité. Et de ce fait, quand on va revenir ensuite dans le monde de tous les jours, on va être confronté à de la souffrance, à de la difficulté, à une colère aussi envers les gens, envers l'humanité, et parce que justement, on aspire à un idéal beaucoup plus haut, beaucoup plus éthéré, hein, mais c'est pas forcément notre place non plus. Hein. Notre place, elle n'est pas là. Même si nous devons faire descendre sa lumière, la manifester et l'incarner, le travail, il se situe ici. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça qu'on a du mal aussi à accepter, et du moins en tout cas, surtout à incarner. Parce qu'on le comprend théoriquement, mais l'incarner c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Hein. Et je ne dis pas que c'est simple, et même pour moi je ne dis pas que c'est simple. Vous voyez, je vous parle d'amour, je parle de choses comme ça, mais moi j'en suis là où j'en suis, avec mes problématiques, avec les choses que j'ai à nettoyer, que je continue à nettoyer. Vous voyez, le chemin il n'est pas fini, il ne s'arrête pas là. L'acceptation est vraiment un sujet primordial. On est conditionné par la peur, on est conditionné par la culpabilité, on est conditionné par le fait de dire non en fait en permanence, pour différentes raisons, et certaines valables aussi, hein, tout dépend de là où on se positionne. Et à tel point qu'on a dit non à nous-mêmes, qu'on a dit non à ce qu'on est, qu'on a dit non à ce qui rayonne en nous, on a dit non à ce que l'on perçoit de nous-mêmes en permanence. Et de ce fait, l'acceptation est toujours de toute façon un point phare et fondamental, on va dire, dans les voies spirituelles, parce que pour recommencer à être capable d'être réceptif, commencer à pouvoir accueillir ce qui est en nous, il faut commencer à accepter d'être ce que l'on est, accepter de dire oui à la vie, d'accepter de dire oui à ce qui nous traverse, de dire oui à notre ego, de ne pas l'envoyer bouler comme ça avec un truc dès qu'il arrive, parce que là on est dans un conflit, on dit non, on n'accepte pas, on n'accueille pas aussi ce qui nous traverse, ça fait partie de nous. Bien que nous sommes bien plus que ça, nous sommes aussi cela. On est aussi cette ignorance, on est aussi cette inconscience, on est aussi ces problématiques-là à gérer. Et c'est vrai que, je prends un exemple, hein, mais si je propose quelque chose, je vous propose un verre ou n'importe quoi, je dis tiens, tu veux pas te mettre là? Généralement, on réfléchit, on a tendance à vouloir dire non tout de suite. On dit ah non, j'ai pas faim. Non, merci pour le verre. Ah non, merci. Non, mais j'ai pas le temps. Non, mais tu vois, il y a quelque chose qui dit non parce qu'on est formaté pour ça. C'est voilà. Mais à chaque fois qu'on dit non, les corps se contractent. Il y a comme une crispation, on peut le sentir même au niveau vibratoire, on sent comme une contraction, le cœur se ferme, les corps se protègent en fait, on est dans un non. Et c'est vrai que si on dit oui aux choses et on apprend à dire oui, se mettre en méditation et d'un seul coup se regarder soi-même et dire oui à ce que je suis, oui à ce que je perçois, et commencer la méditation avec un oui, quelque chose de positif envers soi-même, c'est déjà un énorme pas. Hein. C'est déjà énorme. Si on acceptait, et on commençait déjà par s'aimer soi-même, à accepter ce que l'on est, on accepterait les autres. Et quand on a des problèmes ou des conflits, on ne supporte pas ce que font les autres, on ne supporte pas certaines choses que l'on se fait à soi-même. À partir du moment où on est autoritaire envers les autres, où on cherche à les contrôler, c'est ce qu'on se contrôle soi-même. Et c'est pas un manque de bienveillance envers les autres, c'est simplement que comme on se fait subir ça à nous-mêmes toute la journée, on ne voit pas pourquoi on le ferait pas subir aux autres, c'est automatique, c'est notre conditionnement. C'est pas qu'on veut leur faire du mal, hein. C'est justement par amour qu'on veut les contrôler. Puisque par amour pour nous-mêmes, on se contrôle nous-mêmes et on cherche déjà, on se matraque, on se cravache toute la journée pour certaines choses. Donc dès qu'on voit ça chez notre enfant ou truc comme ça, tout de suite, pour pas lui faire perdre de temps, on lui rentre dedans et on lui explique tout de suite les quatre choses qu'il faut surtout pas qu'il fasse, que c'est surtout pas ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, etc. Mais c'est un acte d'amour, mais maladroit, simplement maladroit, un peu inconscient. C'est là, en fait, où c'est tout l'équilibre des choses. C'est de savoir ce qu'on doit accepter et ce qu'on ne doit pas accepter. Il y a des choses qui sont inacceptables dans la vie. La guerre, la famine, le manque d'entraide aussi et de fraternité qu'il y a sur cette planète. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais malgré tout, on les accepte quand même. Vous voyez, on n'aurait pas pu manger ce midi si on n'acceptait pas, fondamentalement, qu'il y ait la famine dans le monde. Hein, vous voyez, donc on est obligé de les accepter. Vous voyez, donc malgré tout, malgré que ça reste inacceptable, nous les avons acceptés. La chose, c'est pas de tout accepter et qu'on soit OK avec tout. C'est simplement de commencer une base, d'accepter déjà la chose. Il y a quelqu'un qui vient te voir. Elle arrive devant toi et tu n'as pas envie de la voir pour quelconque raison. Parce que tu sens qu'elle pompe ton énergie, que de toute façon tu vas perdre ton temps, que tu as autre chose à faire, que c'est surtout pas l'heure, que tu lui as déjà dit de pas venir parce que tu avais déjà dit la chose et tu sens que c'est une embrouille d'une quelconque façon, il y a quelque chose qui, voilà, en tout cas que tu sens pas pour quelconque raison. À ce moment-là, il y a deux choix. Soit on se ferme et d'un seul coup on n'entend pas et on n'est pas du tout dans la relation et quelque part on a l'impression de perdre son temps. On sombre dans un espace dans lequel on n'accueille pas du tout le moment présent. Et là, on se retrouve dans une sorte de conflit déjà intérieur, mais on va générer un conflit extérieur avec la personne parce qu'on ne s'ouvre
s'ouvre pas à elle. Et elle le sent qu'on ne s'ouvre pas à elle. Elle sent que la relation se fait pas. Donc elle va chercher à rentrer dedans et ça peut même rentrer dans un conflit. Dans le sens où elle sent que tu m'écoutes pas, mais oui, mais tu vois bien, je te dis ça. Oui, mais et elle sent que ça rentre pas. Vous voyez, la relation se fait pas. Alors que si, quand la personne arrive, on se dit, bon, de toute façon, c'est comme ça. Je suis là. Le moment présent fait que cette personne, elle est présente ici et maintenant, dans cet espace. J'ai quelque chose à faire dans 5 minutes. Bon, j'accueille cette situation, je l'accueille, j'accepte cette situation, j'accepte ce qu'elle va dire. Par contre, j'accepte aussi le fait que, avec bienveillance, je vais lui dire dans 5 minutes que j'ai que 5 minutes pour elle et que voilà. Mais en faisant ça, déjà, on ouvre un espace. Déjà, nous, on se détend. La personne se détend parce qu'elle est entendue. Et on ouvre un espace dans lequel aussi on prend sa place. Et par contre, on n'accepte pas de ce fait qu'on reste 10 minutes parce qu'on a aussi des choses à faire. Vous voyez, être capable de prendre sa place dans la vie, d'être capable d'avoir des opinions et le fait d'accueillir ce qui est présent et ce qui se manifeste à nous. Il y a un accident en voiture, on l'avait pas cherché, on l'avait pas voulu. C'est inacceptable pour plein de raisons, pour l'assurance, pour le temps perdu, pour l'argent que ça, etc. Mais pourtant, on doit bien l'accepter. Donc si déjà on a l'accident, maintenant que c'est fait, autant dire bon ben voilà, bon ben j'ai un accident. Bon allez, déjà accepte cette situation, c'est comme ça. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, mais pour l'instant on va laisser tomber les symbolismes, on les met de côté. Ce qui est. Maintenant voilà, comment j'accueille cette situation, comment je la fais, comment je règle les choses. Il n'y a pas de problème, il y a que des situations effectivement à gérer et à prendre en main. Avec des solutions qui peuvent se présenter si j'accepte d'accueillir la chose. Et après, ensuite, le problème se transforme en solution et tranquillement, tu vois, on se rend compte que le moment présent, le moment qui est passé de manière relativement fluide. Les choses se sont faites de manière fluide. Il n'y a pas eu de tension intérieure. Et pourtant, il y a eu un accident, il y a eu un constat, peut-être que la personne s'est énervée, l'autre personne, etc. Mais c'est passé d'une manière dans laquelle il y a eu un continuum dans notre état et l'équanimité, on va dire, de notre état intérieur quotidien. Dans le sens où on n'a pas l'impression d'avoir perdu de temps, on n'a pas l'impression d'avoir... c'est quelque chose qui a rien à voir avec la vie qu'on avait idéalisé de ne pas avoir d'accident. Les choses se font de manière fluide. C'est une posture d'acceptation qui forcément demande du temps, qui forcément demande de travailler aussi sur soi, parce que le travail intérieur est quelque chose qui est important. Quand on commence comme ça à vouloir développer quelque chose, c'est comme un muscle, c'est comme des circuits neuronaux qu'il faut créer, on va dire, pour être capable de pouvoir accepter, capable d'avoir une posture d'acceptation, capable d'avoir du recul sur les choses. Plus on va le faire, plus on va créer les conditionnements aussi, qui vont nous permettre de nous retirer, de nous détacher, de lâcher prise par rapport aux choses. Et ça se fait pas automatiquement. Imaginez une personne qui vient nous voir et dit, voilà, tiens, tu sais François, je vais monter une entreprise. Là, je vais monter une entreprise, tu vas voir. Bon, écoute, j'ai pour ambition d'avoir 5-6 000 € par mois assez rapidement. Mon affaire va bien marcher, je vais faire ça, etc. Vous dites, c'est super, c'est bien, c'est beaucoup d'ambition, tu vas monter ton entreprise et tout ça. Et là, il finit sa phrase en disant, ouais, mais enfin bon, là, j'ai pas trop le temps. Enfin bon, je m'y mets 1 ou 2 heures le dimanche matin. Mais bon, autrement, je continue ma vie, tu sais, je suis avec Karine, on fait notre vie. Vous dites, attends, tu me parles d'une entreprise dans laquelle tu veux gagner tant de milliers d'euros par mois avec un truc qui tient la route, et tu me dis que tu peux y mettre que 2 heures le dimanche matin. Pour quelqu'un qui est pragmatique, c'est pas viable. Parce qu'une entreprise, voilà. Mais il faut se dire qu'une entreprise individuelle de développement spirituel est la plus grande entreprise que l'homme peut manifester ou peut incarner. C'est la plus grande aventure de notre conscience. C'est une aventure de conscience qui se fait même sur plusieurs vies. Vous voyez ? Donc, quelque part, qu'on n'y croit pas, ça c'est ma vision des choses, mais c'est quelque chose qui est, on va dire, relativement dense, profond, qui fait intervenir tous les espaces de notre être. À côté, monter un restaurant, monter une entreprise ou une start-up, c'est quelque chose qui est minime, qui est petit, qui est une petite entreprise à côté de ça. C'est quelque chose de petit à côté d'une vraie entreprise spirituelle personnelle qui va nous prendre intégralement. Donc si on n'y consacre que 1 heure le dimanche matin, pour quelqu'un qui est, on va dire, qui a cette expérience-là, il va dire, c'est bien, c'est un début, il faut commencer. Mais fondamentalement, tu ne vas pas réaliser ce à quoi tu aspires, en tout cas si tu aspires à cet objectif qui va être vraiment un lâcher-prise total, un éveil intérieur, une illumination, une transcendance de ta nature telle qu'elle est aujourd'hui, par 1 heure le dimanche matin. Tu vois, et c'est toujours ça. Mais ça, c'est une question de bon sens. C'est pas du tout une question de dire qu'il faut ceci. C'est tout travail demande pratique. Quelqu'un qui monte un restaurant, qui apprend l'ordinateur, qui apprend même à écrire et à lire ce qu'est le b.a.-ba de chaque être humain dans sa culture, même qu'on puisse parler 12 langues, va lui demander de la pratique. Il va lui passer des heures sur les feuilles à apprendre l'alphabet, à apprendre les conjugaisons et les verbes. C'est la même chose. À un certain niveau, il va falloir réapprendre
totalement à se voir de nouveau d'une autre façon, à s'appréhender d'une autre manière, à accepter d'avoir l'humilité, la force et le courage de se remettre en question, de comprendre à quel point on est médiocre et apprendre à l'accepter, à se rendre compte de là où on en est et de pas se voiler la face par rapport à là où on imagine y être. Et c'est quelque chose qui est pas facile parce que petit à petit, l'ego devient de plus en plus subtil, de plus en plus raffiné et il va à chaque fois commencer à essayer de récupérer quelque part une certaine réalisation qui a été faite en permanence. C'est son travail de faire ça. Il est obligé puisqu'il faut qu'il existe d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et c'est là où il va pas falloir être dupe et être capable de voir là où s'immisce quelque part quelque chose qui cherche à être récupéré à quelque chose qui est beaucoup plus vaste et vers quoi on va.